Je me rappelle étant petite, quand je rendais visite à mes grands-parents, dans une ville située à peu près à 220 km de Dakar, du contraste important entre la modestie des logements et le confort assez particulier. J'étais déjà curieuse, dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être architecte, donc j'observais beaucoup les endroits où j'allais. On nous accueillait donc avec l'eau douce d'un canari, qui était posée à l'entrée de la véranda, une eau dont je n'oublierai jamais le goût. Une fois installé, on ne voulait plus partir. Cela pouvait s'expliquer par le côté émotionnel des retrouvailles, mais il y avait un réel confort spatial, un vrai contraste entre la chaleur extérieure et la fraîcheur des espaces intérieurs. Une fraîcheur contrôlée, sans l'utilisation de la climatisation, mode importé, observé à partir des années 70. Aujourd'hui, lorsque je donne cet exemple, je réalise que beaucoup de gens avaient le même ressenti en allant au village, mais ne s'étaient jamais posé la question à savoir d'où cela venait. Personne ne se pose donc la question à savoir pourquoi les habitats traditionnels étaient construits en terre avec des matières végétales, pourquoi avaient-ils le plus souvent des formes arrondies et non rectangulaires, pourquoi étaient-ils organisés autour d'une cour centrale et non le long d'une rue, pourquoi les pièces de la maison étaient séparées en unités d'habitation. Slide. Ces différentes caractéristiques s'expliquent par le fait que les habitants construisaient avec deux facteurs importants, les données physiques et les données socio-culturelles de leur milieu. Les données physiques font référence au climat, par exemple, aux matériaux locaux disponibles ou encore au savoir-faire local. L'importation et la production des matériaux industrialisés étant très peu développées à cette époque, l'homme construisait avec ce que son environnement lui offrait. Une façon pour moi de construire écologique, avant-gardiste, intelligente et qui permettait de garder un confort optimal toute l'année. Les données socio-culturelles, elles, concernent la structure de la famille, les croyances religieuses, les traditions culturelles, et j'en passe. Quand on prend l'exemple de l'habitat traditionnel Téké, un peuple qui se trouve au sud-est du Gabon, je trouve fascinant cette déconstruction de la maison, c'est-à-dire que chaque pièce de la maison était séparée en unités d'habitation, en fonction de sa fonction justement. Ceci permettait de distinguer les différentes pièces de l'habitat directement. Ceci permettait également de lire à travers leurs plans, leurs traditions et leurs pratiques. Il y avait la case principale, la case cuisine, la case à palabre et la case des ancêtres. L'habitat ne nous régissait pas, c'est nous qui régissions l'habitat. Slide. Pendant mes études au Canada, j'ai appris qu'en architecture, quand on va étudier dans un pays développé et qu'on a une forte identité culturelle, on doit faire en sorte de ne pas faire cliché, c'est-à-dire on doit faire en sorte de ne pas donner l'impression qu'on ne sait pas sortir de notre zone de confort. Ce qui fait que tout au long de mes études, je n'avais pas vraiment de projet qui reflétait ma culture. C'est donc à la fin de mes études que j'ai décidé de m'intéresser à l'architecture en terre crue. Ce matériau, certes universel, mais un matériau qui m'était familier, un matériau qui me faisait me sentir chez moi. Ce matériau, justement, qui avait été utilisé pour construire la maison de mon grand-père, que je me sentais si bien. Ce matériau qui avait sculpté le canari de l'entrée, gardant l'eau fraîche par évaporation. Ce matériau présent sur tous les continents avec plus de 2 milliards de personnes vivant dans un habitat en terre, ce qui équivaut à peu près à 30% de la population mondiale. Ce matériau, à l'origine du style soudano-sahélien, incarné par des édifices remarquables classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont l'icône est la grande mosquée de Djenné. Slide. Les constructions en terre ont l'avantage par rapport aux constructions en béton d'être résistantes au feu, mais également de réguler la température et l'humidité des pièces. Elles ont l'avantage de s'adapter à tout type de plan, traditionnel comme moderne. Mes études de cas ont su démontrer que l'architecture de terre est une architecture bioclimatique qui se présente comme idéale et conduit à une importante économie d'énergie de transformation
et à une réduction de la pollution. Au-delà de ses qualités économiques et durables, son utilisation est également l'expression du retour d'un type de construction propre aux villes africaines. J'ai connu la maison de mon grand-père suite à de nombreuses opérations d'agrandissement, de modernisation, etc. Elle ne ressemblait plus vraiment à un habitat traditionnel, à part le fait qu'elle était organisée autour d'une cour centrale. Mais elle avait conservé ses matériaux d'origine, qui étaient dissimulés sous un enduit et une peinture blanche. Les murs d'origine étaient en briques de terre crue, c'est-à-dire qu'ils étaient mélangés, c'était de l'argile mélangée, séchée au soleil sous forme de briques. On pouvait autant trouver de l'argile que trouver de la latérite, qui est une autre forme de terre qui se forme à partir de roches et qui a la particularité d'être vraiment d'un rouge vif. Slide. Quand il faisait chaud à l'extérieur, il faisait frais à l'intérieur. Et quand il faisait froid à l'extérieur, il faisait chaud à l'intérieur. Ce contraste s'observait rien qu'au toucher des murs. Au même moment, le mur était brûlant d'un côté et froid de l'autre. La prochaine fois que vous allez dans un habitat traditionnel, essayez de faire cette expérimentation. Et ça s'explique par le fait que la chaleur, la température prenait 12 heures de temps à traverser le mur. Aujourd'hui, personnellement, quand j'éteins ma clim, il fait chaud, j'ai chaud au bout de 30 minutes. De nos jours, les concepteurs négligent la fonction d'adapter le bâtiment au climat en créant des environnements artificiels par la surutilisation de la climatisation. De nos jours, nous prenons des décisions basées sur des tendances passagères et non sur nos besoins, ce qui sera plus tard subi par les générations futures. Nous préférons emprunter des modèles à des villes économiques, à des villes occidentales, ayant des réalités économiques, sociales, culturelles, démographiques, climatiques complètement différentes des nôtres, afin de se fondre dans la définition imaginaire du développement moderne, qui ne met en priorité au final que l'aspect superficiel de l'architecture, comme une vitrine sans âme. Slide. La relation entre l'architecture et le climat passe par le choix des matériaux, mais aussi par l'implantation, la forme, l'orientation et les ouvertures d'un bâtiment, de façon à créer l'équilibre idéal entre l'habitat, le mode de vie des occupants et le climat local. Les principes de base d'une architecture bioclimatique sont de réduire les pertes énergétiques par le choix d'un volume adapté. Slide. De privilégier les apports thermiques par le choix de bons matériaux et de privilégier les apports de lumière et de ventilation naturelle par le choix de systèmes traditionnels passifs. Chez mon grand-père, donc, la grande cour centrale comportait en son centre un arbre sous lequel on s'asseyait pour diverses activités. Et il faut savoir que c'était également séparé en unités d'habitation, comme dans la culture cueillie. Et chaque habitation était accessible par des vérandas. Et ces vérandas, elles avaient pour rôle de protéger les murs de la maison des rayonnements solaires. Ce que je veux dire par là, c'est que la typologie de l'habitat traditionnel était le plus souvent expliquée par son adaptation aux conditions climatiques. Chaque geste architectural était justifié par un choix fonctionnel. Slide. Je reviens donc à ma question du début. Pourquoi les habitats avaient-ils le plus souvent des formes arrondies et non rectangulaires? D'un point de vue durable, les bâtiments ronds utilisent moins de matériaux que les bâtiments rectangulaires pour couvrir une surface équivalente à une structure rectangulaire, c'est-à-dire au niveau du plancher, du toit et des murs. C'est en moyenne 15 à 20% de moins. Cela diminue d'autant l'empreinte écologique et les coûts de réalisation du bâtiment. Cela signifie également moins de surface en contact direct avec les conditions climatiques défavorables, ce qui améliore la durabilité globale et l'efficacité énergétique du bâtiment. Sur cet exemple, vous avez un bâtiment qui a été construit par l'architecte du nom de Toshiko Mori au Sénégal. Il a utilisé une typologie d'habitat qui s'appelle la casa impluvium. Une typologie d'habitat qui vient du sud du Sénégal, de la Casamance, et qui a la particularité d'avoir un toit en V, comme ça. Pourquoi ce toit et cette cour centrale? C'est que dans ces habitats,
il y a un patio central qui recueille des eaux de pluie. Donc quand il pleut, ces eaux vont au niveau du patio et sont filtrées pour être ensuite redistribuées dans la maison. Donc ça, c'est une interprétation moderne de cette case à impluvium. Slide. Malheureusement, la course à la modernité a provoqué l'abandon de solutions architecturales au niveau local. C'est ainsi que nous sommes passés à un modèle d'habitat hors contexte, associé à un urbanisme informel et anarchique. La modernité ne s'arrête pas à l'apparence physique d'un bâtiment. Des grandes baies vitrées, la climatisation toute la journée, l'éclairage artificiel, des matériaux importés, etc. Non, ce n'est pas ça. L'architecture moderne est une architecture contemporaine, durable, intégrée à son contexte environnemental et répondant aux besoins de ses occupants. Ce qu'il faut comprendre de cette définition est que finalement, l'architecture traditionnelle se base sur les principes d'une architecture bioclimatique moderne, ou plutôt l'inverse. C'est l'architecture bioclimatique moderne qui se base sur les principes d'architecture traditionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons donc la solution sous nos yeux, mais nous ne l'utilisons pas. Pourquoi? Parce que associé à l'ancien, au démodé, ou au passé. J'ai eu mon master en architecture en mai 2017. Je suis rentrée au Sénégal en mai 2017. Pour vous dire qu'il n'y a pas eu de transition entre mon projet final et le fait de ma décision de rentrer. Tellement j'avais l'impression que j'avais trouvé les réponses face à nos problèmes. Mais j'ai très vite connu une désillusion. Parce que quand je suis rentrée, j'ai un oncle donc, qui m'a confié un projet. Il m'a dit voilà, tu as eu ton projet, tu as eu ton projet final, enfin, tu as eu ton master. Maintenant, viens construire pour nous. Donc il me propose un projet où il voulait faire un immeuble R+6 en ville. Donc moi je me dis, ah voilà, franchement ça y est, c'est l'occasion d'avoir un immeuble témoin, que les gens pourront expérimenter, qu'ils verront qu'il y a une manière d'intégrer un bâtiment en terre dans un milieu urbain. Quand je lui ai proposé, il m'a répondu, écoute, j'ai une ferme à quelques kilomètres de Dakar, tu pourras aller faire des histoires de terre là-bas, là. Et ici c'est la ville, moi je veux du ciment et je veux du béton. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point ce matériau était stigmatisé. Parce qu'en effet, sur les 2 milliards de personnes qui vivent dans un habitat en terre, slide, 50% se trouvent dans des pays en voie de développement, 80% en zone rurale et seulement 20% en zone urbaine. On peut donc comprendre tout le stigmatisme qu'il y a autour de ces matériaux locaux non industrialisés, car associés à l'architecture vernaculaire, à la pauvreté, ils n'ont pas le choix, c'est pour ça qu'ils utilisent ce matériau. Pourtant, les points rouges que vous voyez sur la carte indiquent les sites en terre classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ceci en dit long sur l'intérêt culturel porté à ce matériau. Slide. Les cimentiers sont responsables de 7% du rejet du CO2 mondial. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont passer à 6,5% pour optimiser leur production, etc. On est d'accord que cela ne va absolument rien changer. L'acier consomme énormément d'énergie. Et pour ce qui est du bois, il faut à peu près 30 ans pour faire un arbre. Le seul matériau qui est disponible partout, c'est la terre. Et aujourd'hui, sa place dans l'architecture contemporaine est au cœur d'enjeux durables, économiques et culturels. Il est de notre sort, nous, architectes, de savoir moderniser les matériaux jugés vernaculaires ou pauvres afin de les rendre plus accessibles aux réalités de l'urbanisation des villes. Mais aussi que les gouvernements mettent en place des environnements propices à le faire par l'éducation, la formation professionnelle et un urbanisme contrôlé. Qu'ils montrent également l'exemple en faisant le choix d'utiliser des matériaux locaux non industrialisés pour la construction des édifices publics. Slide. Les ouvriers d'un chantier en terre construit en zone rurale sont souvent recrutés à proximité du site afin de limiter les déplacements d'une ville à l'autre. Ceci permet de créer des emplois à proximité, de transmettre le savoir-faire local, mais également d'avoir un impact économique sur les populations environnantes. La terre, elle est disponible sur le site, donc pas besoin de l'amener d'ailleurs. Elle est prélevée, mélangée, séchée directement sur le site
Et donc on fait également l'économie de leur industrialisation. Je vais mettre une parenthèse parce que ça c'est vrai que je ne l'avais pas noté, mais je dis toujours qu'il faut faire attention quand on parle de matériaux locaux. Il faut préciser matériaux locaux non industrialisés. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le ciment est devenu un matériau local, car surutilisé dans nos villes. Donc il faut toujours préciser non industrialisé. La construction en terre permet aussi un retour à un type de construction propre aux villes africaines. Le manque d'identité reste un problème commun à la majorité des villes africaines. La terre offre un vaste répertoire de formes possibles à réaliser sans coffrage, comme les arches ou encore la voûte nubienne. Elle permet d'avoir une harmonie du paysage et une identité culturelle à l'image de la ville de Marrakech, dont les couleurs harmonieuses font référence aux teintes chaudes de la terre locale. Slide. Construire en terre, c'est presque philosophique. C'est adopter une attitude éco-responsable de la conception à la construction, tout en assurant le confort de ses occupants et la durabilité du bâtiment dans le temps. Mon grand-père était donc avant-garde. Peut-être qu'il ne se doutait pas de son privilège par rapport aux citadins, mais il affectionnait particulièrement sa maison qui lui servait pendant plus de 30 ans. Et donc après le repas, on restait discuter un peu avant de reprendre la route. Je profitais des derniers instants en combattant le sommeil, provoqué par un confort inhabituel et un repas délicieux. Au fil du temps, la maison a évolué, tout en gardant son ADN. Malgré ces transformations, je n'y ai jamais perdu mes repères. Je vous remercie.